Bienvenue à tous sur LEBM TV. Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle thématique après la nutrition. On va aborder aujourd'hui un sujet totalement différent, mais toujours sur le soin et la santé. On va aborder la thématique de l'ayahuasca. Vaste sujet. Cette plante sacrée, magique peut-être, pourrons-nous dire. Je sais Pour pas. certains, oui, magique, oui. Magique, sacrée, que Stéphane connaît très bien pour avoir, je crois, pratiqué, comment pratiquer. Oui, enfin, avoir expérimenté, ouais. Enfin, très bien, c'est un peu pompeux. Disons que oui, j'ai mon expérience avec la plante. Est-ce que tu peux nous dire combien de séances d'ayahuasca tu as déjà fait une bonne quinzaine. Ce qui est pas mal, mais pas bon. mal. Donc, ça reste raisonnable quand même. on devrait avoir. T'es pas parti 15 jours en vacances au Pérou et t'as bu 2 verres d'ayahuasca. Non, un peu plus. Un chaman Shipibo. Voilà, tu as passé beaucoup de temps là-bas. Tu as vécu d'ailleurs au Costa Rica. Voilà, c'est au Costa Rica en fait. J'ai expérimenté donc l'ayahuasca au Costa Rica, où j'ai habité pendant plusieurs années. Et puis bah voilà. Alors, l'ayahuasca, c'est une plante qu'on va retrouver donc surtout en Amérique du Sud. Alors c'est l'Amérique du Sud. En fait, c'est une. Alors il y a deux choses avec l'ayahuasca. Il y a le breuvage qui s'appelle ayahuasca et il y a la liane qui fait partie du breuvage qui s'appelle également ayahuasca. Et en fait, du coup, il y a une sorte pas de confusion, mais disons que les deux noms couvrent deux choses différentes. Enfin, le nom couvre deux choses différentes. Donc, l'ayahuasca, la liane, se trouve effectivement en Amérique du Sud, le long de l'Amazone. Donc, c'est quand même, l'origine est quand même située au Pérou, mais en fait, c'est plus large que ça. C'est toutes les tribus indigènes qui habitent le long de l'Amazone. Bolivie, Brésil, Venezuela, voilà, Venezuela, etc. Effectivement. Ouais. Donc c'est une plante qui est utilisée par les populations locales. Alors depuis toujours. Depuis des millénaires. Alors, évidemment, il n'y a pas de datation, mais c'est vraiment une tradition ancestrale, donc qui consiste en fait à soigner les gens en se connectant au monde des esprits. Alors, appelons ça comme ça, puisque de par cette tradition donc locale, la santé, d'une manière générale, n'est pas que physique, mais elle est d'abord spirituelle. Et à partir du moment où on soigne au niveau spirituel, on soigne par effet domino les effets, les problèmes émotionnels, les problèmes psychologiques et physiques. Alors physique, parce que ça peut être très concret. Hein, ça peut être par exemple, je me casse le bras, et bien, je vais aller voir le curandero, donc le curandero ou guérisseur en espagnol, afin que le bras se cicatrise, que l'os se reconstitue plus vite. Voilà. Donc c'est pas non plus de la magie où le bras est consolidé en une demi-heure, mais au lieu de passer 3 semaines avec un plâtre, peut-être que la personne doit passer que quelques jours ou une bonne semaine. Donc ça c'est pour les aspects physiques, mais l'idée c'est que on parlera après un petit peu plus du détail du breuvage, mais l'idée c'est que cette médecine, parce que c'en est vraiment une. S'agit pas de prendre de l'ayahuasca pour expérimenter des états. C'est pas un trip, quoi. Altérés de conscience. Alors le trip fait partie de l'expérience, mais c'est pas du tout le but. Voilà, faut être clair là-dessus. Le but c'est vraiment du soin à la base. Et d'ailleurs les locaux, quand ils vont voir un guérisseur pour se soigner, en fait, ils se fichent pas mal des visions des voyages, des trips, comme on peut les connaître à l'occidental. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du résultat. Ce qui nous donne envie, entre guillemets, ou nous font, c'est ce qu'on se rappelle, quoi, c'est ce qu'on retient. Exactement. Eux, ils s'en fichent un petit peu parce que ils sont un peu plus avancés que nous sur la question, et ils ont bien compris que tout aussi impressionnante que soient les visions, etc., le côté trip, ça ne reste peut-être que des illusions dans l'illusion, donc au fond, voilà, c'est un peu anecdotique. Et puis elles appartiennent au monde intérieur de chacun, et donc. Et derrière ça, voilà, c'est vraiment propre à chacun, c'est intime, et du coup,
Et puis derrière ça, oui, hein, effectivement, c'est très égotique d'ailleurs de vouloir. Voilà, c'est très occidental en fait. C'est C'est cette approche d'utiliser l'ayahuasca pour visiter d'autres mondes et communiquer avec d'autres mondes, etc. Ça, c'est vraiment une approche qui nous appartient en tant qu'occidental, mais qui est pas à la base de la pratique de la médecine. De la médecine, voilà, tout simplement. Parce qu'effectivement, c'est une médecine. Alors, je vais quand même préciser que c'est illégal en France. Voilà, c'est considéré comme une substance illicite pour des raisons que j'aborderai pas ici. Mais bon, toujours est-il que c'est légal dans d'autres endroits du monde, notamment au Pérou, parce que c'est traditionnel. Donc voilà, pour préciser la chose, c'est que cette capsule n'a pas d'autre objectif que d'être informatif ou informative. Oui. Pour parler français. Voilà, c'est pas de l'incitation à consommer et surtout pas en France, vous aurez compris, ou dans les pays où c'est prohibé. Voilà. Est-ce que l'on a trace de laboratoires qui sont déjà en train d'étudier, enfin j'imagine qu'ils doivent étudier ce type de plante, essayer de voir comment ça peut. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le monde pharmaceutique entre guillemets, l'industrie pharmaceutique et l'ayahuasca? Est-ce qu'il y a déjà des passerelles ou pas? Ou alors, ça reste quand même quelque chose encore de très traditionnel et... Oui, non. C'est-à-dire qu'en fait, de mémoire, je sais qu'il y a eu un dépôt de brevet à un moment pour breveter l'ayahuasca, enfin le scandale total par une. Alors je sais pas si c'était un laboratoire ou un privé nord-américain qui voulait capitaliser là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est que effectivement, il n'y a pas encore de médicaments, on va dire. Liés sur l'ayahuasca, et après encore une fois on parlera de la composition de l'ayahuasca. Ça reste encore inconnu. En fait, c'est pour le plus grand nombre, quand je veux dire. De moins en moins quand même, parce que je pense que tout le monde a entendu parler de l'ayahuasca, mais en fait l'idée c'est que les laboratoires pharmaceutiques ont passé leur temps depuis des décennies à piller le savoir des guérisseurs, la pharmacopée, pour trouver des molécules qui guérissent, ou en tout cas qui aident les gens à guérir, et tout en spoliant donc le savoir traditionnel sans vergogne, en brevetant des molécules, etc. Donc si l'ayahuasca n'est pas brevetée en tant que telle, parce qu'il y a eu un mouvement de résistance et pour une fois ça a fonctionné, le fait est que l'industrie pharmaceutique dans toute sa splendeur et sa grande générosité passe son temps à aller se fournir chez les guérisseurs traditionnels pour trouver des idées pour vendre de nouveaux médicaments. Donc voilà, l'ayahuasca, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est donc un breuvage qui est ingéré, qui est un breuvage psychotrope, donc qui va vous mettre dans un état alterné de conscience, on va dire ça comme ça, en sachant que ce n'est pas addictif, c'est-à-dire que vous n'avez pas de dépendance au produit. C'est-à-dire que vous pouvez en prendre régulièrement sans que vous ayez une sensation de manque si vous arrêtez d'en prendre. Ça, c'est important. Au contraire, hein, c'est une médecine qui peut aider les gens à décrocher de drogues dures, d'addiction forte, alcool, héroïne, etc. Dans le sens où, encore une fois, quand on reprend l'approche spirituelle du soin, ça vous permet d'aller creuser en vous, voir où sont les problèmes qui vous ont amené éventuellement à être dépendant d'une substance pour compenser un mal-être. Parce que c'est souvent ça en fait, hein. En général, les gens qui se droguent, au-delà du côté récréatif, ont quand même un manque en eux, un trou en eux et un trauma en eux qui n'a pas été réglé justement, et que l'ayahuasca permet d'aller voir et de sortir. Parce qu'en fait, la plante, je vais appeler la plante, je l'appelle la plante, mais pour moi c'est une intelligence qui est derrière. Elle va pas forcément vous prendre par la main gentiment pour vous soigner de manière homéopathique. Ça va passer par des vomissements, ça va passer par l'expulsion par tous les orifices de ce qui a expulsé. Alors physiquement, mais en même temps, ce sont des charges émotionnelles qui sont sorties, qui sont évacuées et qui sont restituées à la terre, si je puis dire. Et purification, une démarche purificative. C'est une purge, ouais, c'est ça. C'est une purge. D'ailleurs, on parle de la purga en espagnol lors du processus, effectivement, de nausées, de vomissements et de diarrhée, etc.
Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Donc oui, c'est très important. L'ayahuasca, c'est une composition de deux choses, donc qui sont l'ayahuasca liane couplée à la chacruna, qui est une autre plante qui elle contient un psychotrope qui s'appelle la DMT pour diméthyltryptamine, qui est en gros le psychotrope qui va vous permettre d'accéder aux visions et un peu comme voilà, si je prenais l'exemple d'une télé, en gros la chacruna c'est l'écran de télévision et l'ayahuasca ça va être le programme. Voilà. Donc il faut quand même un écran de télé pour voir le programme. Donc la chacruna sert à ça. Donc en gros le breuvage ayahuasca c'est concoction. Excusez-moi, je cherche le terme. Le mijotage. Le mijotage des deux plantes, voilà, pour les faire bouillir un certain temps, plusieurs fois, etc., pour arriver à ce breuvage très fort et très mauvais, pour être tout à fait clair. C'est absolument dégueulasse à boire. Pardonnez-moi le terme, mais c'est vraiment ignoble. Et grâce à ça, donc, ça va vous permettre donc de vous mettre dans un état un petit peu dissocié où l'ego ou le mental va être mis de côté. Et vous allez accéder à un autre état de conscience qui va vous faire comprendre que peut-être la vie ne se résume pas simplement à ce qui est concret et au mental qui s'appelle Stéphane ou Cédric et qu'il y a autre chose derrière. Est-ce que tu as des questions ou j'enchaîne? J'en avais juste une, donc si je ne m'abuse, c'est pas quelque chose que l'on prend le soir en rentrant du travail chez soi, c'est quelque chose qui est lié à une cérémonie. On parle de médecine traditionnelle, donc tradition, donc cadre traditionnel, rituel, on peut le dire rituel, oui. Ritualisation. Oui, oui. Donc il y a un curanderos, un guérisseur, oui. Avec des personnes qui viennent en tout cas. Oui. Alors le problème c'est que tu vois juste le panel, tu vois, j'ai presque envie de voyager, me dire bon là je suis assis dans une hutte ronde en bambou dans la forêt. Voilà. Tu vois, ça se prend pas juste pour avoir le cadre. C'est important de préciser parce que justement maintenant que c'est devenu à la mode, il y a une tendance à faire ça un petit peu par-dessus la jambe ou à prendre de l'ayahuasca comme on prendrait de l'ecstasy pour aller s'éclater en boîte. Tu vois, en ce moment, on voit vachement, t'as des séances en Belgique, c'est fait dans des tours, enfin, tu vois, dans des buildings, avec un chaman qui débarque de je sais pas d'où, un guérisseur, pardon. Oui, parce que ce sont pas des chamans. Ouais, mais les chamans viennent, effectivement, ça aussi, hein, une petite info au passage. Les chamans viennent de Sibérie et les curanderos n'aiment pas qu'on les appelle chamans parce que ça correspond pas du tout à leur culture. Encore une fois, ça c'est la projection occidentale qu'on leur a fait. D'ailleurs, depuis quelque temps, ils ont décidé de se regrouper. En tout cas, les vrais. Et maintenant, ils ont un nouveau nom pour s'appeler. Ils s'appellent les Onania. Voilà, Onania. Donc, si vous voulez respecter ces gens en les appelant par un nom qui correspond bien à ce qu'ils font, ce sont des Onania. Donc cérémonie. Alors, pour revenir à ta question, oui. Pour moi, il y a effectivement une cérémonie, il y a des rituels qui sont vieux de plusieurs millénaires, qui sont pas là pour rien, et il s'agit pas de s'improviser chaman. Pour le coup, j'emprunte le terme occidental exprès, en faisant ça dans un salon, etc. Alors après, effectivement, faut être clair. Si le guérisseur, si le maître de cérémonie, si le curandero qui est là est un vrai, qui sait ce qu'il fait et que l'ayahuasca est vraiment de l'ayahuasca et c'est pas un truc mélangé avec de l'acide ou pour faire triper, enfin bref, qu'on est vraiment au moins encadré par quelqu'un qui sait ce qu'il fait avec un produit qui est bon, on peut le faire n'importe où, ce qui est vrai. Mais à mon sens, comme l'idée c'est quand même de se reconnecter à la nature parce qu'il y a une vraie force qui est là et le mieux c'est de le faire traditionnellement, c'est-à-dire en allant dans la jungle, dans une maloca, donc une hutte de cérémonie, et puis vraiment de pouvoir se relier à cette nature qui est là, qui est vivante et qui est même plus que vivante d'ailleurs. Et à ces esprits. C'est pour ça que je parlais de plus que vivant, à ces esprits de la nature qui sont là, qui nous entourent et qui du coup sont accessibles grâce à ces états modifiés de conscience. Alors, concrètement, comment ça se passe? Déjà, avant une cérémonie, il y a une préparation qu'on appelle une diète.
Alors il y a une préparation de base qui correspond à ce que la moyenne des gens font, c'est-à-dire pendant une semaine avant la cérémonie, on arrête totalement les viandes rouges, le porc, l'alcool, les excitants, caféine, théine, pas de sexe pendant au moins 3-4 jours avant. Les femmes qui ont leur menstruation pendant la cérémonie ne peuvent pas participer à la cérémonie en tant que telle. Il faut des cérémonies spéciales. C'est au niveau énergétique, hein, c'est pas du tout du sexisme ou quoi que ce soit. Il y a des raisons pour ça. Et puis après, suivant les cas spécifiques, si on est un petit peu borderline psychologiquement, comme paranoïaque, comme schizophrène, etc. Hypochondriaque ou quoi que ce soit, il faut pas s'amuser à se lancer dans l'aventure comme ça. Ça peut être très 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 dangereux parce que en fait c'est pas du tout, encore une fois, récréatif. Il y a une vraie médecine et c'est un peu comme si vous improvisiez une opération de chirurgie un peu compliquée. Voilà, il faut quand même se préparer un minimum, quoi. Et il faut que la personne en face, le chirurgien, si je puis dire, sache ce qu'il fait. Donc, dans des cas un peu précis de gens qui sont un peu instables psychologiquement, il y a des diètes spécifiques qui sont prescrites par le guérisseur. Donc, ça peut durer 1 mois, ça peut durer le temps que ça doit durer, où vous allez insérer un certain type de plante avant l'ayahuasca pendant 3 semaines, 1 mois, histoire de vous mettre en état, en bon état pour vivre l'expérience. De monter en vibration, comme ça. Oui, de nettoyage, de réalignement. Alors après, je ne suis pas moi-même loin de là curandero, donc je veux pas m'avancer trop sur les raisons pour ne pas dire de bêtises, mais ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas prendre ça par-dessus la jambe. Qu'on parle de quelque chose de très sérieux et qui peut avoir des conséquences psychologiques, tout du moins, si on respecte pas certaines règles. Voilà, parce que c'est un peu comme si voilà vous vous engagiez à monter l'Everest et si vous êtes en tongs, ça va être compliqué, quoi. Et si le guide qui vous emmène, c'est pas trop où il va, ça va être encore plus compliqué s'il y a une tempête qui se lève. Donc vraiment, je vous invite à ne pas improviser ça, à ne pas simplement vous jeter dans la première cérémonie d'ayahuasca que vous allez trouver sur Internet à 30 mètres de chez vous. Prenez vos précautions. Encore une fois, je vous rappelle, c'est interdit en France, donc voilà, prenez vos responsabilités aussi. Bon, également, il y a un autre cas qui est, pour le coup, qui est fortement déconseillé pour participer à une cérémonie d'ayahuasca, c'est les gens qui prennent des antidépresseurs. Pardon. J'inspire. Les gens qui prennent des antidépresseurs, parce que il peut avoir un effet par rapport à la sérotonine. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, voilà, antidépresseurs plus ayahuasca, ça peut être fatal, soyons clairs. Donc, pareil, ne jouez pas avec votre vie, parce que les accidents qu'il y a eu, malheureusement, même s'ils sont assez rares, étaient liés à des gens qui n'ont pas respecté les règles. Voilà. Oui. Donc c'est dommage. Du coup, c'est ça qui a abouti à l'interdiction de la substance, alors que. Et c'est à cause de ça que quand on tape ayahuasca sur Internet, les 10 premiers trucs, c'est un mort au Pérou en 1998. Voilà. Et alors, c'est parce que. Alors soit c'est des charlatans. Les curanderos, c'était pas les curanderos, parce que comme c'est maintenant c'est devenu une industrie. Il y a de l'argent à faire, donc forcément, tout le monde n'est pas bien intentionné et il y a beaucoup de gens qui s'improvisent. Curanderos alors qu'ils ne le sont pas, donc du coup ils font n'importe quoi et quand ça se passe mal, tout le monde se barre en courant et la personne, une fois que t'es dans la jungle au milieu de la nuit, je sais pas combien de kilomètres d'un hôpital, voilà, hein. C'est compliqué. Et puis après voilà, il y a des histoires un peu plus glauques encore où les gens veulent pas prendre leurs responsabilités, donc voilà. Passons. Donc effectivement c'est les faits divers qui ressortent en premier, mais faut être clair, ce n'est pas la réalité. Pas risqué du tout. Ce n'est pas la réalité du quotidien. C'est-à-dire que si vous respectez les consignes, il y a aucune raison que ça se passe mal. Un dernier petite mise en garde, c'est les gens qui sont un petit peu cardiaques. Faire attention parce que l'expérience peut être assez forte. Donc voilà, si vous êtes un peu sensible au niveau cardiaque, encore une fois, faites ça avec des gens qui savent ce qu'ils font, qui savent maîtriser les cérémonies. N'improvisez pas ça avec le premier venu, parce qu'en cas de problème, il saura pas quoi faire, et puis là, vous vous retrouvez dans des problèmes, quoi.
Bon, maintenant je vais Du coup, attaquer. ouais, vas-y. Vas-y, non, Non, mais ouais. j'allais justement te poser la question, te dire, ok, donc une fois qu'on a ingéré en fait lors de la cérémonie l'ayahuasca en termes alors effectivement il y a l'expérience j'imagine tu vas partager au niveau de. On a parlé déjà de la phase purificative, hein, qui a l'air d'être, qui est d'ailleurs dans n'importe quelle phase d'éveil. Hein. Vous aurez toujours, on commencera toujours Ouais. par la purification. C'est la même chose dans une séance de soins que l'on peut faire avec Stéphane. On va commencer par l'introspection, purification, avant de pouvoir entre guillemets s'envoler. Mais c'est la base de tout. Enfin, ça me semble en tout cas être cohérent. Ensuite, donc il y a la partie entre guillemets, moi je vais appeler ça voyage, et puis soins, surtout soins, guérison. Ce que ça. Alors, en fait, oui, c'est ça qui est intéressant avec l'ayahuasca. Alors, juste une précision, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Vous n'y croyez pas, vous pensez que c'est juste un trip de hippies sur le retour. Très bien, aucun souci. Voilà, le reste va pas vous intéresser et ne va que vous conforter dans votre certitude. Donc voilà, pour être clair, moi je suis pas là pour vous convaincre que c'est efficace ou pas. Moi je vous parle de mon expérience et mon expérience me fait dire que c'est une expérience, pour le coup, je me répète, où il y a un avant et un après pour la plupart des gens qui ont expérimenté ça. Parce que c'est en premier une médecine qui va vous permettre l'introspection, comme tu l'as dit, suivie d'une compréhension de vos problématiques, suivie d'un nettoyage par la purge, par l'expulsion, comme j'expliquais tout à l'heure, par les vomissements ou par le bas, de ce qui est en vous, qui sont comme des poubelles en gros que vous n'avez jamais sorti tout au long de ces années et qui vous pourrissent peut-être la vie depuis très longtemps, quoi. L'exemple pour moi des poubelles, il est là en fait, c'est ça, c'est comme si vous aviez une cuisine, vous avez fait la cuisine pendant 20 ans, 30 ans, mais voilà, les restes au lieu de les jeter, vous les avez conservés, et au bout d'un moment ça pourrit, quoi, et ça pose des problèmes. Donc pour reprendre cette image, c'est l'ayahuasca vous permet de sortir les poubelles. Alors évidemment, sur le moment ça sent pas bon, ça fait pas du bien, ça pique un peu les yeux, pour dire ça comme ça, mais c'est extrêmement efficace. Donc c'est une expérience qui est à la fois physique, émotionnelle et spirituelle pour moi. Et en sachant qu'il n'y a pas d'ordre, c'est-à-dire que tu peux commencer par une purge, c'est-à-dire que tu vas prendre le produit et il y a les chants qui vont commencer, les icaros, et tu sens que tu commences à être dans un état un petit peu altéré, ou non, pouf, tu bascules, et soit tu commences à être mal à l'aise, la nausée commence à arriver, on appelle ça la maréation en espagnol. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et t'as envie de vomir, mais en même temps, t'arrives pas à vomir. Alors, juste pour préciser, on a tous un petit bol devant nous pour vomir dans le bol. Alors, aussi pour le côté, les gens qui sont un peu délicats, vous inquiétez pas, parce que ça se passe en groupe pour la plupart du temps, hein. Mais ne soyez pas dégoûtés à l'idée de vomir devant des gens ou ayez honte à l'idée de vomir devant des gens. Quand vous êtes dans cet état-là, au contraire, vous êtes heureux que la personne à côté de vous vomisse parce que ça veut dire qu'elle se soigne, qu'elle se purifie. Ça bosse. Et en plus, il y a une sorte de petit égrégore énergétique qui se crée durant la cérémonie, qui fait que vous participez de par votre énergie aux soins à la purification de la personne qui est à côté. Oui. Voilà. Parce que un truc qui est amusant, c'est qu'en fait, chacun vomit à son tour. Alors pas forcément dans un ordre particulier, mais dans mon expérience, j'ai jamais vu deux personnes vomir en même temps. C'est comme si il y avait donc cette énergie de soin qui est là et qui passe de l'un à l'autre, chacun son tour. Et quand c'est pas son tour, on attend, soit on est dans un trip, soit on pense à des choses, soit on revit des scènes de notre passé, etc. Mais en même temps, on peut aussi participer aux soins en chantant, par exemple, en suivant le chant du guérisseur, naturellement. Il ne s'agit pas de jouer un rôle où je chante pour faire mon intéressant. Mais non, c'est sincère, et le chant, donc chanté par plusieurs personnes, apporte de l'énergie à la personne qui est en train de vomir pour avoir la force de vomir ce qu'elle a à vomir. Donc ça, c'est important. Voilà, c'est juste une anecdote. N'ayez pas peur de vomir devant des gens. Il y a aucun problème. Ça fait partie du processus et au contraire, c'est même positif. Donc, du coup, j'ai perdu le fil. Donc oui, tu sens que ça vient, et donc oui, la nausée. Ça, je reviens à la nausée. Alors, je vais parler de mon cas. Encore une fois, je vais pas avoir la prétention de parler pour tout le monde, mais il y a quand même des grands schémas qui se retrouvent. Donc,
Je vais parler de ma première fois. Donc, c'était donc dans la jungle au Costa Rica, où on a marché pendant 1 heure pour aller dans cet endroit magnifique avec une petite rivière, la Maloca, donc la hutte de cérémonie, entourée de la nature, des animaux, des insectes, etc. Et donc, on est tous en cercle, on prend le produit, éventuellement on se purge un petit peu les narines avec du tabac liquide. Qui est aussi une expérience intéressante parce que ça fait un mal de chien. Comme quoi, c'est pas récréatif cette histoire. Et donc, je vais faire court. On prend le produit, ce qui est infect, et on attend une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend des gens, avant de commencer à sentir les effets. Et dans mon cas, c'est une sorte de bourdonnement qui arrive au niveau des oreilles, et puis la nausée qui commence à s'installer. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir, j'ai commencé à avoir des visions pour le coup. Où on voit donc le fameux anaconda, donc le serpent qui est donc l'animal symbolisant l'ayahuasca qui passait devant moi, la liane effectivement. On peut peut-être même aller plus loin en parlant de brins d'ADN. Enfin ça c'est encore un autre débat. Et donc ce serpent va et vient devant moi en se rapprochant tout en me regardant. Et là, donc, moi, je suis accroupi. Donc, en fait, je suis encore conscient de là où je suis. C'est-à-dire, je sais que je suis dans la forêt, dans la jungle. Je sais que je suis assis. Donc, je suis pas totalement parti. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui est déjà ailleurs. Et jusqu'au moment où ce serpent, je le vois rentrer en moi. C'est-à-dire, j'ouvre la bouche, naturellement. Et le serpent entre en moi. Et là, physiquement, très, très physiquement, je sens quelque chose qui se balade dans mon corps, qui va chercher dans les intestins, qui va creuser, qui va dans le foie, qui va dans les intestins, j'en ai dit, qui remonte sur le cœur. Bref, ça se balade à l'intérieur. Mais de manière très, très, très réelle, je sentais physiquement. Et plus ça se baladait, et plus ça travaillait, et plus je me sentais mal. Et plus le malaise était important. Et malgré l'envie de vomir, ça vomit pas, quoi. Ça vient. Donc tu restes avec ton malaise. Dommage. Et pour reprendre une image que j'aime bien, c'est comme si tu descendais un toboggan dans le noir, un toboggan qui est enduit d'huile. Donc tu glisses à fond. Tu sais pas où tu vas, mais si tu prends de la vitesse et tu sens que t'as pas de contrôle, t'as pas de branche pour te rattraper. Et là où tu dois y aller, de toute façon tu vas y aller, t'as plus le choix. Et donc c'est un peu cette sensation, sauf qu'en plus on se sent très mal. Donc imaginez la pire cuite que vous ayez eue de votre vie, ou la pire intoxication alimentaire, et à côté c'est rien du tout, quoi. C'est x10. Ça donne envie. Ça donne envie, je sais, je le vends bien, je sais. Vous voyez, encore une fois, je suis pas là pour vendre quoi que ce soit, je suis là juste pour vous expliquer comment ça se passe, en tout cas avec mon expérience, mais quand même qui se retrouve assez souvent chez d'autres. Et en fait, le malaise est tellement important, au bout d'un moment, que le mental n'en peut plus. Ouais. Et c'est là qu'on parle de lâcher prise, mais là c'est un vrai lâcher prise. On n'est pas en train de philosopher au coin d'une table en parlant de lâcher prise, de spiritualité. Non, là c'est vraiment le mental qui lâche, parce que le malaise est tellement important. Est-ce qu'il y a un lien avec comme une petite mort, tu vois? Exactement. Est-ce que le mental se dit bon là c'est exactement je lâche parce que je sais que je vais mourir, j'ai plus rien à faire. Alors en fait c'est exactement ça. Quand on parle de petite mort, c'est exactement ça. C'est le mental qui, devant son incapacité à contrôler et à comprendre et à gérer la situation, c'est comme un élastique où non, ça claque et il lâche. Et du coup, effectivement, pour le mental, ça revient à mourir dans un sens, à ne plus exister. Et ce qui est intéressant, c'est que au moment où ce claquage s'opère, moi, dans mon cas, j'ai commencé à vomir. C'est là que j'ai commencé à sortir tout ce que j'avais à sortir. Ouais. Et la libération s'effectuait, la purge s'est effectuée à ce moment-là, au moment où j'ai lâché. Parce qu'en fait, j'étais tellement moi-même, je me le suis dit durant l'expérience, j'étais tellement mal, ça allait tellement pas bien que mon mental me disait, ou je me disais, la seule solution, la seule échappatoire, c'est la mort. Parce que là c'est plus possible. Ouais. C'est plus possible. Et à partir du moment où tu lâches, donc le mental implose ou explose, je ne sais pas, ou il retourne à sa niche. Il s'éthérise. Et il s'éthérise, et en tout cas il se met sur le côté où il n'existe plus pendant un temps. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup tu continues d'exister, alors que tu n'es plus le Stéphane la conscience qui était encore là il y a une seconde n'est plus là. Mais il y a autre chose qui est là, qui observe justement la scène et qui vit tout un tas de choses en même temps. Donc là, on est vraiment dans l'expérience spirituelle où on peut comprendre que, comme je disais en introduction,
nous ne sommes pas limités à un cerveau bête et méchant, avec un ego bête et méchant, et ça se termine là. Non, non, il y a autre chose derrière, de bien plus fin, de bien plus subtil, et qui est... enfin, encore une fois, là, j'essaie de l'expliquer avec des mots, mais c'est assez difficile, hein. C'est une expérience qui est vraiment intime. Donc, toujours est-il que quand vous vivez ça, vous posez plus de questions quant à la réalité ou non d'autres choses, de quelque chose de supérieur, ouais, etc. on est monté sur un plan qui est... On est clairement... On est sorti du bac à sable, quoi. On est sorti du bac à sable, alors je dis pas qu'on est allé très haut, mais en tout cas, on est sorti du bac à sable. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que... Ah, du coup, oui. Le mental lâche. Oui. La purge débarque. Oui. Là, tu commences à vider, donc j'imagine que ça doit se détendre quelque part énergétiquement. Alors, ça se détend, ça dépend, oui, sur le moment, non. Une fois que du coup, l'après, je me vide. Après, oui. Alors après que tu te vides, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Alors, encore une fois, ça dépend des gens, donc je vais parler que de mon cas. Parce qu'il n'y a pas d'ordre, en fait. C'est ça le truc. Oui. Même s'il se passe à peu près la même chose pour tout le monde, il n'y a pas forcément d'ordre, ou il n'y a pas de certitude. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une cérémonie où vous n'allez faire que vomir, sans avoir d'expérience spirituelle derrière, ou au contraire, vous allez avoir une expérience spirituelle en premier, et puis la purge arrivera au fond, en fin de séance, etc. Donc, moi, après cette première purge, où j'ai l'impression d'avoir vomi l'univers, hein, pour être tout à fait clair, alors c'était intéressant aussi, parce que j'y suis allé par curiosité. C'est vrai que j'ai oublié de préciser, c'est que moi, je n'ai pas je ne suis pas un profil qui est porté sur les dépendances aux drogues. Je ne fume pas, je ne bois pas. Avant l'ayahuasca, j'avais jamais utilisé de substances psychotropes ou autres. Donc je suis arrivé vierge, on va dire, avec l'ayahuasca. Donc c'était pas dans une démarche un petit peu malsaine d'expérimentation du produit le plus fort possible pour voir ce que ça fait. Non, j'étais vraiment dans une démarche d'expérience. Je voulais expérimenter par moi-même ce que c'était, n'étant pas moi-même médium directement ou connecté aux sphères en permanence, aux sphères célestes. Je voulais expérimenter ce que c'était de se connecter à ce monde invisible. Voilà, donc c'était clairement de la curiosité, je vais être franc avec vous, mais à but informatif. Pas de voyeurisme, mais plutôt vraiment de connaissance. Et en fait, il se trouve que j'ai compris que j'avais encore plein de choses en moi, plein de traumas, plein de névroses, plein de trucs qui traînaient, des poubelles, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui étaient là, dont j'étais pas conscient. Et du coup, dont je me suis débarrassé. Et le fait est que le lendemain matin, je reviendrai après sur la session, mais le lendemain matin, j'ai l'impression d'avoir perdu 10 kilos, quoi. Pour le coup, on parlait de nutrition un petit peu avant, mais là, c'était un autre type de régime. J'avais perdu 10 kilos de poids sur les épaules, clairement. Des choses dont j'étais pas conscient. Donc voilà, pour revenir à ce qui s'est passé après la purge, donc en fait, j'ai commencé à chanter comme le chaman. Ah pardon, le chaman. Moi-même, je me fais avoir, vous voyez, comme le guérisseur. Donc naturellement, c'est-à-dire que c'est pas, encore une fois, c'était pas pour faire mon intéressant, mais voilà, c'est venu en moi et je sentais que je chantais pour la personne qui était à côté, qui était pour le coup, elle, en train de vivre son processus de purge, etc. Et c'était un peu dur. Et pour le coup, le guérisseur s'est arrêté de chanter. Et il m'a laissé chanter tout seul, comme un grand, si je puis dire. Donc ça a duré à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, et enfin la notion du temps est un peu compliquée, donc j'estime ça à une demi-heure, 3/4 d'heure. Et effectivement, la personne a fait ce qu'elle avait à faire, elle a vomi ce qu'elle avait à vomir, pardon, et quand on en a parlé par la suite, elle a confirmé mon ressenti qu'effectivement elle ressentait que le soin venait du chant, etc. que je faisais. Je vais faire court, hein, mais parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais en termes d'expérience. Mais j'ai expérimenté également la joie, ouais. la joie, la pure joie. C'est-à-dire effectivement, c'est comme si je recevais une douche de joie. Ouais. Ouais, alors ça, c'est assez difficile à expliquer, mais c'était extrêmement fort. Et à cette période de ma vie, c'était pas inintéressant parce que justement, je manquais un peu de joie dans ma vie. J'ai eu également des très très fortes sensations dans les mains, d'énergie. J'avais l'impression d'avoir plongé mes mains dans un magma, dans la terre, dans la terre, comme si j'étais dans le centre de la terre. Enfin, c'était extrêmement fort. Je voyais les lignes d'énergie passer dans mes racines. Ouais, je vois des racines. Tous les méridiens, etc. Avec vraiment la lumière se diffuser.
Et juste pour la petite anecdote, c'est que à l'époque, j'avais déjà commencé à faire des soins grâce à la capacité que j'ai. Mais peut-être que je n'étais pas encore vraiment dans la démarche de soins sincère, enfin profonde, on va dire, plutôt que sincère, parce que j'ai toujours été sincère, mais profonde. Et du coup, l'ayahuasca m'a un petit peu mis une petite claque, une grosse claque, hein, suivant les sessions, pour me dire, bah voilà, là on va te nettoyer, de fond en comble, on va te remettre tout au carré, et maintenant, à toi de jouer, parce que cette capacité, elle est là, et c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, en fin de session de cette première cérémonie, j'ai cette vision d'un seul coup qui apparaît d'un petit curanderos, un petit guérisseur, mais d'un ancien temps, clairement, avec des peintures, et qui me rigole, qui me sourit avec son sourire un peu édenté, et qui me dit, on s'est bien amusé tous les deux, hein. Voilà. Et effectivement, on s'est bien amusé parce que là, je vous ai sauté plein d'expériences, mais en gros, je me suis, comment dire, incarné, si je puis dire, dans un serpent. Donc j'ai chanté comme un guérisseur. J'ai visité des mondes féeriques de enfin remplis de, tout était en cristal en fait, de cristaux. C'est-à-dire que l'eau était en cristal, les arbres étaient en cristal. Enfin, c'était magnifique. Alors là, on peut le dire, c'est le trip si vous voulez. C'est pas grave, mais moi j'y étais en tout cas. J'ai eu une très très forte connexion avec l'énergie de la nature, donc les esprits de la nature. Je rentrerai pas dans les détails, mais c'était assez intéressant. Et encore une fois, quand vous êtes dans cet état, vous vous posez pas la question de savoir si c'est une hallucination, une vision, une réalité. Non, c'est votre réalité. C'est votre réalité, et je peux vous assurer qu'elle est aussi réelle que là, quand je suis en train de vous parler avec toi, c'est à côté de moi. Peut-être même plus d'ailleurs, pour être tout à fait franc. Donc encore une fois, je suis pas là pour essayer de vous convaincre. C'est pas du tout mon but, mais bon, de mon point de vue, l'expérience est tout à fait réelle. C'est marrant que tu parles de ce petit curanderos, parce que dans les expériences que j'ai pu partager aussi, très souvent quand on peut faire des expériences sortir du corps ou des méditations très profondes où on a affaire à soit des esprits ou des guides ou des anges ou peu importe, à des mondes subtils, moi je retrouve ça, ce petit côté taquin. Oui. Et quand tu me l'as dit, ça m'a fait penser à des scènes que j'ai vécues moi aussi pas avec de l'ayahuasca mais différemment. Et on retrouve ça dans les mondes subtils, cette subtilité d'humour que nous, les êtres humains, on oublie très souvent. Ouais. Mais ce côté un peu potache, côté, tiens, tu vois, un peu taquin, ouais, un peu narquois, tu vois, un petit peu. C'est exactement ça. Parce que tu me fais penser justement à une expérience. C'est très sympa. J'aime beaucoup ça. À chaque fois, ça me met ma petite tarte, et ça me permet de savoir aussi que je suis au bon endroit. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, exactement. C'est pas l'ego qui parle. Ouais. Justement, en parlant de ça, merci de me relancer là-dessus. À un moment, en fait, j'ai eu une discussion sur plusieurs cérémonies. C'est-à-dire, ça s'est passé en 3-4 fois, où j'avais alors, quelqu'un qui me parlait, je pourrais pas dire qui c'était, honnêtement, mais qui m'appelait Petite Pensée, qui s'adressait à moi, mais pas méchamment, mais alors Petite Pensée, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Où on en est, Petite Pensée? Agace, hein. C'était bien, parce que c'était une leçon d'humilité pour commencer, parce que c'est effectivement, en fait, c'était pour me mettre face à mes croyances et mes certitudes. Est-ce que tu es vraiment sûr de toi? Et en fait, voilà, beaucoup de choses nous viennent du mental, et le mental, il est souvent à côté de la plaque, en fait, en termes de vérité, quoi. Et juste pour l'anecdote, justement, donc j'avais entamé ce dialogue par rapport à des problématiques personnelles que je pouvais avoir, et donc cette petite voix me relançait sur mes problèmes, et donc je répondais, et je reposais des questions, elle me répondait, mais toujours en mettant alors, Petite Pensée, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te dire? Mais encore une fois, sans être méchant, mais exactement, narquois. Le petit côté taquin, voilà. Genre, bon, allez, il est gentil, on va rigoler un peu avec lui, mais pas méchamment. Et en fait, cette cette voix qui m'appelait la Petite Pensée, me donnait des éléments d'information par rapport à mes problématiques. Et il y a des moments où ça collait pas. C'est-à-dire que je me disais, mais quand même, non, ça va pas. C'est ce qu'il m'a dit, ce qu'il ou elle m'a dit, je ne sais pas, ne correspond pas à ma vision de la chose, quoi. Donc, du coup, ça me faisait entre deux cérémonies, ça me faisait réfléchir. Et de par cette réflexion, ça m'amenait sur des chemins différents de réflexion par rapport à ma problématique.
C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si cette petite voix, pour le coup, cette voix, m'induisait en erreur volontairement pour m'amener à réfléchir par moi-même et à changer mon angle de Ton vue. angle de vue. Et mon analyse des choses pour pouvoir après rebondir, effectivement avancer, quoi, sans forcément me mâcher le travail pour moi, parce que ça c'est aussi quelque chose d'important. Ouais. C'est pas l'ayahuasca, c'est pas la recette magique qui va vous débarrasser de tous vos problèmes tout seul. Non, non. Il y a d'ailleurs c'est ce qui est le plus important dans l'expérience, c'est pas la cérémonie en tant que telle, c'est ce que vous allez en tirer par la suite quand vous allez revenir dans votre quotidien très concret, très matériel si je puis dire. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette expérience? Qu'est-ce que vous allez faire des informations qui vous ont été données? Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Parce que encore une fois, il y a aussi une chose importante dont j'ai pas parlé, c'est que souvent on revit des scènes de sa vie qui ont peut-être été enterrées dans l'inconscient ou dans les souvenirs, hein, tout au fond, et qui pourtant sont importantes par rapport à votre situation actuelle. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tout a une conséquence. C'est-à-dire que non seulement ce que vous faites dans votre vie, mais ce que vous dites, ce que vous pensez, etc. Et quelquefois, la pensée est tellement forte qu'elle engramme une certaine énergie, on va dire, et qui te poursuit après tout au long de ta vie, si tu n'es jamais revenu dessus consciemment, parce que tu l'as oublié, mais à continuer à avoir un effet au quotidien et à avoir des conséquences sur ta vie, quoi. Donc l'idée c'est ça, c'est que on revit des scénettes où on se revoit dire des choses avec l'émotion du moment. On ressent l'émotion de la personne qui était en face. Ouais. Donc, on a aussi une double compréhension de la situation qui n'a pas juste que notre point de vue dans l'histoire. Et l'idée, c'est que derrière, on dit souvent ça, mais il y a une notion de pardon dans l'histoire où on peut demander pardon aux autres. On essaie de demander pardon aux autres par rapport à des actions, des mots, des comportements qu'on a pu avoir envers eux. Mais l'idée, c'est que c'est à vous déjà de vous pardonner vous-même, et c'est ça qui est le plus dur. Je crois qu'on l'a déjà dit dans une autre question-réponse, il me semble, mais c'est vraiment ça. Et là, on le vit pleinement. C'est-à-dire que là, on n'est pas juste dans le truc un peu léger. Voilà, on est sur un canapé en train de discuter de la vie. Non. Là, vous le vivez de manière très concrète, et ça fait pas toujours du bien. Mais encore une fois, cette expérience douloureuse qu'on vous met devant les yeux et qu'on vous fait revivre, elle n'est pas gratuite. Elle est là pour vous faire comprendre un peu mieux votre vie et pourquoi vous êtes bloqué éventuellement. Et derrière ça, il y a le processus de purge qui est là pour vous aider à vous en débarrasser. Voilà. Donc ça, c'est pour moi le plus important, c'est de sublimer l'expérience pour en tirer des choses concrètes dans ta vie d'après, quoi. Voilà. Enfin, de retour à la normale, si je peux dire. Et je pense d'ailleurs que c'est le cas avec toi parce qu'on a déjà fait des soins ensemble, que d'ailleurs la plante, si je peux me permettre, continue de vivre en toi. Oui, absolument. Et continue d'être active en toi. Tu parlais de l'énergie qui continue. Je pense que ça reste en toi si tu en fait en tires les enseignements et si tu appliques les choses. C'est-à-dire qu'en fait tu laisses aussi un canal dans ta vie. Tu laisses un espace à cette plante. Si tu n'appliques pas ou c'est un peu bête à dire, hein, c'est un peu bateau, mais si tu n'appliques pas ou tu ne poses pas les actes dans ta vie qui sont des conséquences de ce que tu as compris, ce que tu as conscientisé dans l'expérience, tu aussi, tu vois, tu dépotentialises ton expérience avec la plante qui, elle, peut vivre en toi pendant cette énergie-là est en toi. C'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est ça. C'est pas une recette magique. C'est toi, au final, qui décide de ce que tu fais ou pas de cette expérience. Ce qui est sûr, c'est que l'énergie après de l'ayahuasca reste en toi, pour la plupart, en tout cas. Enfin, moi, c'est comme ça, je l'ai compris, et ce qui est mon cas également, je pense. Mais après, c'est un outil, à toi de l'utiliser ou pas. On reste maître de nos vies en termes de libre arbitre. Donc c'est pas une énergie qui va te prendre par la main et qui va te pousser là t'as pas envie d'aller, quoi. Ça y est, donc pour rappeler l'exemple des gens qui sont dépendants aux drogues, même si ça peut t'aider à décrocher sur le moment, ça va pas t'empêcher de retomber si t'as décidé de retomber, quoi. Hein, on est clair aussi. C'est pour ça qu'il y a vraiment un travail d'introspection à faire suite à l'expérience, parce qu'en général il y a quand même de la matière. Hein, là encore une fois, je vous livre 1% de ce que j'ai vécu. Puis en plus voilà, c'est mon expérience, donc c'est pas à part le côté anecdotique, ça avancera pas grand chose pour les gens, mais encore une fois, c'est qu'1% que je vous livre là, et croyez-moi qu'il y a vraiment de la matière pour travailler et mieux comprendre qui on est et mieux comprendre
nos blocages éventuels et mieux comprendre comment on peut faire pour s'en dégager, quoi. Donc là, je vais parler encore une fois que de mon expérience. Pour moi, c'est une des solutions les plus efficaces que je connaisse pour aider les gens qui sont vraiment dans des difficultés profondes, de dépression, d'addiction, de névrose, même de problèmes de santé, hein, on va dire ça comme ça. Oui, et efficace, je rajouterais peut-être profonde. Oui, parce que ça va profond justement. Parce que ça va. Voilà, on n'est pas dans le mercurochrome qu'on met sur la plaie en surface pour corriger le problème. Non, on va aller au fond du truc. Et d'ailleurs peut-être pour terminer, parce que je vois qu'on est déjà très très long là, parce qu'encore une fois c'est juste une approche. Hein, si ça vous intéresse, peut-être qu'on en fera une autre. Vous nous direz pour aller plus dans le détail. Mais moi j'ai l'expérience de gens donc qui participaient aux cérémonies, où je me souviens d'une jeune fille qui a pleuré toutes les larmes de son corps toute la nuit, parce qu'apparemment il y avait un problème de viol dans l'enfance qui est remonté et qu'on en a reparlé le lendemain, ça allait déjà beaucoup mieux. J'ai l'expérience de cette personne qui m'a expliqué qu'en une nuit, elle avait fait plus de travail qu'en 10 ans de psychothérapie. J'ai l'expérience de cette dame aussi qui avait des problèmes de blocage sexuel aussi pour X raisons, qui a passé sa nuit à avoir des orgasmes. Désolé. Alors en tout bien tout honneur. Hein. C'est calme. Mais voilà, la dame elle était très contente. Bon voilà. Donc je vous dis qu'en fait il n'y a pas de honte à se laisser aller, quoi. Ça fait partie du processus de soin. Moi pour ma part ça m'a extrêmement aidé à aller dans le soin, vraiment, de plein pied. Et je pense que j'étais bien plus efficace après qu'avant. Tout en me nettoyant de fond en comble, mais je peux vous assurer que c'est pas toujours agréable. Je me souviens de cérémonies où j'ai passé 8 heures à vomir toutes les tripes de mon corps, à avoir mon ego qui était en mode puzzle où je savais pas si j'étais devenu fou ou pas, ou si j'existais encore ou pas. Donc, vous voyez, on n'est pas en train de rigoler non plus, hein, tout le temps. Mais juste pour conclure, parce que effectivement là, il est presque une heure. On a été beaucoup plus long que prévu, désolé. Si vous avez l'occasion, je vous invite à expérimenter ça dans les règles de l'art, c'est-à-dire aller, si possible, là où ça se fait de manière traditionnelle, dans des endroits qui sont sérieux. Alors au Pérou, alors je sais que en ce moment à voyager c'est un peu compliqué, mais dans l'absolu, voilà, on en est là. Pour la petite info, juste avant que cette histoire de crise sanitaire commence, moi il était question que je m'installe au Pérou justement pour accompagner justement des gens qui voulaient expérimenter ça dans des bonnes conditions. Donc on verra à l'avenir si ça se fera à nouveau. Éventuellement je vous tiendrai au courant pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, Ok. Moi je donne un petit mot pour la fin. Oui. Un petit mot. Moi ce qui me plaît beaucoup et j'espère un jour pouvoir expérimenter cela. J'aime cette idée encore une fois de reconnaissance de sa noirceur. C'est là, oui, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ça, mais c'est vrai. On va au fond du fond. Ouais. On purification. On va reconnaître sa noirceur. On la regarde bien en face. On la vomit même. Oui. On passe à une phase ensuite d'illumination où au nettoyage. Enfin, il n'y a pas de règle, mais c'est. Alors, ce que je veux dire, c'est un processus en fait d'éveil quelque part. C'est que derrière cette phase d'illumination où il y a une rencontre avec une énergie, on comprend que c'est une intelligence. Tu l'as pas compris tout au début quand tu dégueulais. L'intelligence, tu l'as comprise dans le chemin, cette petite voix, etc. Tout ce qui est venu te voir pour ensuite dans ta vie réunir les deux, c'est-à-dire réunir ta noirceur, réunir cette intelligence, et cette phase de réunification a fait de toi un homme différent. Et on a ce processus d'éveil comme ça que je trouve magnifique, mais qui commence bien par la reconnaissance de sa noirceur. Ah, absolument. Et je vais pas rebondir parce que sinon on est reparti pour une heure. Mais effectivement, on n'a pas parlé de la partie noirceur. Effectivement, on est face à nous-mêmes dans toute notre splendeur et dans toute notre noirceur.
Donc là, on n'est plus en train de se raconter des histoires. Et effectivement, si on n'a jamais été face à ses noirceurs, face à son obscurité, la première fois, ça peut faire bizarre, ça peut faire peur même. Et souvent, les gens qui ont des expériences négatives avec l'ayahuasca, c'est parce qu'ils sont restés bloqués à cette étape de noirceur, parce que peut-être qu'ils n'ont pas pris assez d'ayahuasca pour aller vraiment au fond du processus. Ils ont quand même gardé un peu le contrôle, donc ils ont freiné des cas de fer quand ça commençait à faire peur et quand ça commençait à faire mal. Mais dans l'absolu, il faut passer par cette étape, donc un peu de vallée de la mort, là, si je peux dire aussi. Qui est la base de n'importe quel processus spirituel ou d'éveil, d'initiation. Ouais. Exactement. En fait, c'est ça, l'ayahuasca te montre tel que tu es, te montre tes problématiques, t'aide à t'en débarrasser si tu as envie de le faire. Enfin, sur le moment, donne pas le choix parce que tu vomis, mais l'intelligence est là, de soin. C'est la mère nature, appelez-la comme vous voulez. Mais c'est une énergie intelligente. Et l'idée, encore une fois, je vais terminer là-dessus pour moi. Je te laisserai conclure vraiment. C'est ce qui est le plus important, c'est pas l'expérience en tant que telle, c'est pas le côté anecdotique avec les visions, ce que vous avez pu voir, etc. C'est qu'est-ce que vous en tirez après dans votre vie quotidienne, en termes de travail sur vous, en termes de est-ce que vous allez entretenir ce nettoyage, est-ce que au contraire vous allez retomber dans vos habitudes et dans vos schémas qui vont de nouveau vous réalourdir et repolluer, etc. et remettre des poubelles dans la cuisine, etc. Donc ça, c'est à vous de gérer. Mais en tout cas, ce qui est formidable avec l'ayahuasca, c'est que vous prenez une sorte de raccourci, si je puis dire, en termes de technique et en termes d'outils pour aller vraiment au fond des choses et pour être efficace en termes de soins, de purge, bien plus qu'avec peut-être des thérapies qui vont vous traîner sur 30 ans et encore avec de la chance, vous n'aurez peut-être pas le même résultat, quoi. Voilà. Donc unification, encore une fois, c'est un chemin pour encore mieux se connaître. Oui. C'est un chemin vers soi. Voilà, c'est ce que Stéphane et moi nous vers soi, mais également vers le grand tout, parce qu'on comprend aussi que. C'est pour ça que je dis unification. Oui, c'est exactement. Ouais. C'est vraiment la compréhension de l'ensemble. Voilà. Et voilà, qu'on nous sommes pas juste un corps physique, donc compréhension de soi. Voilà, j'espère que cette thématique vous aura plu et on se dit à la prochaine, je ne sais pas quand, ou peut-être pour du question-réponse, nous allons voir. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Donnez-nous vos idées de thématiques, commentez sous la vidéo YouTube ou en mail ou comme vous voulez. Mais si vous avez des envies particulières, nous ça nous va, il n'y a pas de souci. On est une équipe. Bonne journée à tous. Ciao. Bye. Ciao. Bye bye. Ke peyontana na te ke peyontana ke peyontana na te ke peyontana ne rani ke a ho ni be wai ya do yo ra gi ra do yo ra gi ra ô na yon ta na hao me a ro na ki ô na yon ta na ra yo ra kai yo ra sang ke a ta na ma to ben ro a ba no ma to ben ro a ba no yo ra ki ra ne ka ra ni ke so i ne te ke penar ki ve wa sha ma ki ni we sha ma ki ni we yo ra ya ka ta ro ni yo ra ya ka ta ha we ko shi vi ta nang Hào chi na yo kata a vi da bơ wa vi da in bơ wa vi da in